Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast consacré à l'ergothérapie. Je suis Mathieu Seri, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme ce sera notre seul podcast, je vous invite à bien vous installer où que vous soyez. Aujourd'hui, je suis avec le Félix Darcas, le seul l'unique. Comme d'habitude, je suis aussi accompagné de mes compères, Ewan à la tech, avec Baptiste, notre prompt, Adam, notre bras droit pour ce podcast, et qui sera à l'affût si problème il y a. Aujourd'hui, nous accueillons 3 personnes qui ont bénéficié d'une prise en charge en ergo. Ils se présenteront dans quelques instants. Donc, comme le disait Mathieu, le sujet du jour, c'est l'ergothérapie. Nous allons parler du rôle des ergothérapeutes, car ce n'est pas un métier qui est forcément très bien connu ou compris par tout le monde. Certains ou certaines nous confondent avec des kinés ou des psychomotriciens. Et pour ceux et celles qui ont déjà entendu parler de l'ergothérapie, l'objectif, le rôle, est parfois encore flou ou mal compris. Le but de ce podcast sera donc de clarifier certaines choses, de comprendre le rôle de l'ergothérapie et de voir s'il y a des avantages, des inconvénients de bénéficier d'une prise en charge. Et quoi de mieux pour parler de ça que des personnes qui en bénéficient ou qui en ont bénéficié. Et donc je vais laisser nos invités se présenter en commençant par Célia. Bonjour, je m'appelle Célia Fontaine. J'ai donc fait de l'ergothérapie depuis que je suis toute petite. Et malheureusement, ça fait 2 ans que j'ai plus ergothérapie, mais elle m'a beaucoup aidée. Bonjour, moi c'est Thomas Platevout. Après être tombé malade, j'ai bénéficié des soins d'ergothérapie durant 15 mois et je viens de clôturer toutes mes séances. Bonjour, c'est Elisa Ferbieux. J'ai bénéficié d'ergothérapie quand j'avais 14 ans à la suite des difficultés scolaires où on a diagnostiqué un trouble de l'apprentissage et ça a été principalement pour mettre en place l'outil informatique. Ce que tu ne dis pas aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu es en formation pour être ergothérapeute. Donc, on va parler de vos expériences, du vécu de chacun, à propos de votre vision de l'ergothérapie, qu'elle soit positive ou non. On va voir s'il y a eu du changement dans votre vie, dans la participation sociale, dans le rendement occupationnel, qui sont des termes utilisés en ergothérapie, etc. Et ce projet a donc pour but de promouvoir aussi l'ergothérapie, car c'est un métier qui est jeune et encore peu reconnu. Donc, si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails des raisons qui vous ont amené à travailler avec un ergothérapeute. Moi, j'ai une maladie qui s'appelle incontinentia pulmonale. Et du coup, je ne sais pas prendre tout ce qui est... je ne sais pas comment ça s'appelle en tant qu'ergo, mais... C'est de l'appréhension fine, quoi. L'appréhension fine, merci. Et donc, voilà. Et donc, moi, j'ai été atteint de la maladie de Guillain-Barré. Et donc, durant plusieurs mois, j'étais tétraplégique. Et donc, tous mes membres supérieurs ne bougeaient plus. Et donc, les ergos m'ont aidé à remuscler et attraper ou fonctionner avec des objets du quotidien, soit en trouvant des systèmes D, soit en les adaptant un petit peu. Et donc, les ergos m'ont aidé à retrouver une vie plus normale sur le quotidien, des habitudes de vie plus normales. Voilà. Du coup, moi, j'ai eu un suivi au niveau des outils informatiques parce que j'avais des difficultés principalement en maths à l'arrivée en secondaire. Et comme j'avais déjà 14 ans, souvent, c'est plus directement pour compenser les difficultés que pour faire de la rééducation. Donc, on a mis en place une tablette et elle m'a appris un peu les techniques et voilà. Ok. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, je vais rebondir un petit peu dessus. Pourquoi ce professionnel de santé en particulier ? Donc là, on a parlé par exemple de l'appréhension fine, on a parlé par exemple de force musculaire, même aussi pour les troubles de l'apprentissage. Il y a quand même énormément de professionnels de santé. Je reviens sur l'appréhension fine et aussi sur la motricité, par exemple pour le kiné. Pourquoi spécifiquement justement l'ergothérapie ? Parce que l'ergothérapie m'a beaucoup aidée à
à utiliser ma main parce que je ne l'utilisais pas du tout, du coup. Et comme j'allais 2 fois par semaine à l'ergothérapie, ben, je l'utilisais plus souvent. Et du coup, dans ma vie quotidienne, ben, je l'utilisais plus souvent qu'avant. Bah, moi, à mon entrée dans l'hôpital, on m'a fait un planning et j'ai vu que j'avais de l'ergothérapie. C'est même pas moi qui l'ai demandé de base. Ok, ouais. Et bah, j'en avais entendu parler parce que ma cousine fait ces études-là. Mais je savais pas trop ce que ça voulait dire, ce que ça signifiait ou ce que j'allais y faire. Au début, je voyais pas trop le sens parce que pour moi, c'était beaucoup d'analytique et beaucoup de répétitions et je voyais pas vers quoi ça allait mener. Mais au final, c'est savoir ramasser quelque chose avec la main ou taper correctement sur un clavier ou il y a plein d'exemples comme ça, ouvrir une canette ou une bouteille. C'est au cours de ta prise en charge que tu as pu voir la vraie différence entre un Ouais, professionnel de totalement. santé. Bah, durant les 15 mois d'hôpitaux que j'ai dû faire, j'avais chaque semaine entre 3 et 4 heures d'ergo. Donc, Ok. c'est du travail assez intensif et répétitif, mais clairement, quand on voit le résultat, ça fait plaisir. Ok. Et toi, Elisa, par rapport à tes troubles de l'apprentissage? Moi, du coup, je suis d'abord passée par une neuropsychologue. J'ai fait des tests au niveau QI pour être sûre qu'il n'y ait pas soit de hausse ou ou un niveau trop bas, entre guillemets, ou d'hyperactivité aussi et TDA. Après, on m'a envoyé donc chez un neurologue pour rendre le diagnostic de dyspraxie valable, Bien parce sûr. qu'il faut absolument passer par un neurologue. Et j'ai aussi donc entre-temps fait un test, un bilan auprès d'une ergothérapeute. Donc un bilan qui dure plus ou moins 1 heure. Et à la suite de ça, donc j'ai fait mon petit suivi avec elle, mais c'est plus, on m'a indiqué d'aller chez elle. Je savais pas exactement ce qu'était une ergothérapeute, j'avais 14 ans. Du coup, pour moi, ça a été longtemps, c'est le praticien qui gère les troubles d'apprentissage, point, quoi. Ok. Donc c'est Ouais. vraiment avec les études que j'ai pu voir les différents secteurs. À partir d'un autre professionnel de santé, ça vous a guidé ensuite C'est vers ça, ouais. l'ergothérapeute. Pour toi, Célia, ça a été qui a pris... Mes parents. C'était parce parents que directement. Oui, parce que depuis toute petite, j'avais de l'ergothérapie. Ok. Et donc voilà. Ils savaient ce que c'était et Ouais. ils ont décidé d'en faire appel. Ok. On rappelle. On va passer à la prochaine question. Et du coup, pour vous, vous l'avez déjà un peu abordé, mais concrètement, quels ont été les impacts que vous avez ressentis de l'ergothérapie dans votre vie quotidienne? Peu importe l'impact. Hein. Vous pouvez dire aussi s'il est négatif, mais soyez honnête. sur cette Célia, question. tu peux commencer. Ben moi, l'impact, il n'y en a pas eu parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ici, je le vois, j'en fais plus depuis 2 ans. Et avec ma main, ben, ça se voit. Ok. Ça se voit de plus en plus que j'en fais pas parce que franchement, l'ergothérapie, c'est vraiment un beau métier et ça aide beaucoup. Donc voilà. Donc un bon impact quand même. Ouais, Et par rapport au fait que justement tu ne vois plus depuis 2 ans une ergothérapeute, tu as les raisons. J'en bénéficie plus en fait. Ok. Je rentre plus dans les Dans les conditions, tu veux dire, conditions, ouais, Ok. pour faire de l'ergo. Donc voilà. Ok. Bah, moi, l'impact de l'ergothérapie, c'était vraiment positif parce que je voyais de semaine en semaine que pour X ou Y chose, j'avais plus besoin de quelqu'un pour m'aider, que ce soit pour aller aux toilettes, pour me doucher ou même pour manger. J'avais plus besoin de personne pour faire toutes les tâches qui étaient un peu plus intimes ou ces choses-là. Et donc ça, c'était vraiment trop chouette. On reprend vraiment une autonomie de dingue et franchement, l'impact est tellement positif et je ne remercierai jamais assez pour ce qu'ils ont fait. C'était trop C'est dingue. génial. Ouais, Super. ouais. C'est trop bien. Et toi, Elisa? Moi, l'impact n'a pas été aussi flagrant ni aussi positif, parce que du coup, c'était une période, donc c'est il y a quasiment 10 ans maintenant, où l'outil informatique était beaucoup moins présent dans les écoles. Et je pense que quand on est adolescent, c'est déjà très compliqué d'être juste adolescent, au niveau des changements. Et arriver comme étant la première avec une tablette en secondaire, c'est compliqué au niveau du regard des personnes. Donc, personnellement, je ne l'ai pas énormément utilisé. Je l'ai réutilisé après, quand je suis arrivée au niveau des études durant ma première année en psychologie. Je n'étais pas encore en ergo.
Donc là, j'ai quand même pu avoir des aménagements. Je pense que c'est surtout les aménagements raisonnables qui ont été un point positif, parce que je suis assez lente dans l'écriture et j'ai souvent des douleurs au niveau de l'écriture, donc c'est ça qui a pu m'aider principalement. Après, du coup, on va dire que le début, il a été plus compliqué pour toi, mais au niveau de l'environnement, lorsqu'il y a eu les aménagements, là, ça a été quand même Oui, positif c'est ça. Ouais. en soi. Ok. Donc, dans tout ce qu'on a entendu, c'est quand même au niveau de réaliser des tâches seul, de savoir faire des choses seul. Je vais laisser Félix poser la prochaine question. On a entendu parler des mots comme autonomie. J'ai entendu le mot autonomie. Félix? C'est du coup très intéressant parce que ça rejoint notre prochaine question qui se trouve être, est-ce que vous connaissez les termes d'autonomie et d'indépendance? Et est-ce que ça vous dit quelque chose pour vous? On va changer un peu l'ordre parce que forcément Elisa a des réponses un peu plus poussées parce qu'elle suit des études d'ergothérapie. Mais donc par exemple toi Thomas, qu'est-ce que ça t'évoque, l'autonomie et l'indépendance? Est-ce que tu fais une différence ou pas forcément? Quand tu posais la question, j'essayais de trouver la différence entre les deux, mais j'avoue que pour moi, c'est assez fin, mais l'autonomie, je dirais que c'est savoir le faire tout en ayant quand même un œil un peu plus extérieur, une tierce personne qui regarde un peu par-dessus l'épaule comment on arrive à le faire ou si on arrive à le faire. Et l'indépendance, c'est vraiment livré à soi-même face à la situation. C'est intéressant comme... On va dire que c'est pas la définition à laquelle on s'attendait, mais c'est quand même... on retrouve certains éléments très intéressants et on va essayer de voir ce qu'on pense aussi, Célia. Mais pour moi, l'autonomie, c'est savoir le faire toute seule. Enfin, avoir personne à côté pour le faire. Donc voilà. Et la deuxième, c'est... Indépendance. Mais c'est... Pour moi, c'est tous les deux la même chose. Donc, Ok. Donc on voit voilà. quand même ce petit flou de différenciation entre les deux notions, donc l'indépendance et l'autonomie. Donc, Elisa, par exemple, est-ce que tu voudrais essayer de dire ce que c'est l'autonomie, dire ce que c'est l'indépendance? Oui. Et si tu as besoin d'aide, bien sûr, tu n'hésites pas. Non, je pense qu'en troisième, ça devrait aller. Je sais qu'on a tous eu du mal à différencier les deux. Donc l'autonomie, c'est plus lié au fait de choisir par soi-même, de faire des choix, alors que l'indépendance, c'est vraiment faire les choses par soi-même. C'est plus l'action de faire, alors que l'autonomie, c'est le choix, plus ou moins. Ok. Est-ce que donc vous avez compris cette différenciation? Donc une question qui serait intéressante de voir, c'est qu'avec votre prise en charge que vous avez eue en ergothérapie, est-ce qu'il y a eu un impact au niveau de l'indépendance et un impact au niveau de l'autonomie? Lequel? Si vous voulez... Donc, en gros, l'autonomie, c'est choisir un peu ce qu'on veut faire, et l'indépendance, c'est savoir le faire. Voilà. Et après, l'indépendance peut être diverse. Ça peut être une indépendance humaine, c'est-à-dire qu'on peut le faire sans aide de personne. Mais par exemple, marcher avec des béquilles, c'est une forme d'indépendance parce qu'on arrive à marcher. Ouais. Mais on a une dépendance aux aides techniques. Enfin, donc c'est toujours un peu des subtilités, mais c'est globalement l'idée. Donc, tu peux répéter la question peut-être? Donc est-ce que justement avec votre prise en charge que vous avez eue en ergothérapie, est-ce qu'il y a eu un impact positif ou négatif sur l'autonomie et de même pour l'indépendance? Donc si tu veux commencer, Thomas. Moi, je trouvais que j'étais beaucoup plus indépendant sur pas mal de choses. Par exemple, quand j'étais dans ma chambre à l'hôpital, j'arrivais à faire de plus en plus de choses. Mais du coup, ça me donnait des idées d'autres actions ou d'autres moments de la journée que j'avais besoin d'aide pour réaliser. Donc, à ce moment-là, j'allais chez les ergots et je leur demandais de bosser telle ou telle chose pour gagner cette autonomie et puis qui mène vers l'indépendance. Si j'ai bien compris la nuance. Alors oui, mais du coup, est-ce que ça ne sous-tendrait pas aussi l'autonomie, le fait que tu avais cette capacité de, toi, analyser tes difficultés dans ton quotidien et de pouvoir choisir quelle activité tu voulais travailler et de savoir que tu pouvais ensuite les réaliser Ouais, c'est ça. de manière autonome aussi. Ouais. Donc- C'est que j'ai du mal à capter la nuance, mais... C'est une notion un peu... mais c'est... Ouais, j'étais face à certaines situations et je me dis, vu que je sais faire ça, je peux peut-être la contourner en faisant ça et ça. Et donc je me dis, c'est pas... À ce moment-là, je peux être indépendant de choisir si je fais telle ou telle chose. En fait, en te permettant de faire plus d'activités, de choses, tu as pu réfléchir à
pouvoir faire encore d'autres choses peut-être auxquelles tu ne pensais pas avant ou Ouais, que c'est ça. tu as désiré sur le moment. Ouais, c'est ça. Et donc en améliorant ton indépendance technique, ta capacité à faire des choses, Mhm. j'ai l'impression que tu dis que ça a augmenté ton autonomie de te dire je vais faire ces choses-là et Ouais, d'ouvrir exactement. un peu ton horizon. Ouais, clairement. C'est ça. intéressant. Ok. Et toi, Célia, du coup? Mais moi, je vais un peu le rejoindre sur ce qu'il a dit, parce que quand je faisais des choses dans mon quotidien que je n'y arrivais pas, j'allais près de mon ergo et je disais, ça, je n'y arrive pas, donc je travaillais avec elle. Et au fur et à mesure que je travaillais avec elle, j'arrivais à faire de ça mon quotidien. Donc, Ok. Ok. Donc voilà, on voit bien quand même l'utilité de l'ergothérapie dans Ouais. l'autonomie, l'indépendance. Donc je vous remercie quand même pour ces détails. Si on passe à la prochaine question, tu es d'accord, Oui, Félix? c'est correct. Et donc, ça peut être plus compliqué pour certains d'entre vous qui étaient plus jeunes. Est-ce que vous aviez des objectifs en commençant votre prise en charge? Est-ce qu'il y a eu des résultats au fur et à mesure? Ou est-ce que c'était plus, vous y allez un peu comme ça pour voir, mais est-ce qu'il y a eu quand même des résultats dans ce cas-là aussi? moi, comme j'ai commencé très jeune, au début, je me rendais pas compte, mais plus j'ai grandi et plus je me suis rendu compte que ça, j'allais pour mon objectif, utiliser mes deux mains correctement comme tout le monde. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais citer des activités, par exemple, que tu as travaillé avec l'ergothérapeute? J'ai travaillé donc pour ouvrir des concerts. Mhm. J'ai travaillé avec elle. J'ai travaillé. Il faut que je me rappelle parce que Ouais, ça fait pas de souci. longtemps. Mais j'ai fait quoi d'autre? Faire mon bouton. Quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas, mais là, c'est. Voilà. Donc voilà, vraiment plein Ouais. de petites activités de la vie quotidienne. Ouais, toute la. Pour toi, Thomas, ça a été quoi les objectifs? Pour moi, les objectifs, c'était assez simple et très abstrait en même temps, parce que du coup, avant, j'étais totalement valide et j'étudiais ici à la LA en kiné. Et d'un seul, je suis tombé malade, devenu tétraplégique. Donc, la première chose que j'ai dit aux ergos, c'est il n'y a pas d'autre solution. Je veux qu'on me foute la paix et que je regagne la même autonomie qu'avant. Que je sois vraiment le même qu'avant. Ils m'ont regardé, ils ont fait ok, on va voir si c'est possible ou pas. Et donc, de là, on a dû un peu achurer pour faire d'abord peut-être juste se laver les mains ou porter des objets légers ou des choses comme ça. Donc, c'était step by step. Mais le but, c'était quand même que sur une journée entière, les gens n'aient pas à se soucier de moi et que je puisse me démerder tout seul. Ok. Et Elisa, non? Du coup, moi, c'était la mise en place de l'outil informatique, que je sois totalement indépendante à l'école et que je puisse gérer la tablette Mhm. sans aide de personne, quoi. Comment ça s'est passé justement, ces petites étapes, ces séances avec l'ergothérapeute? Comme j'étais plus grande et que du coup, j'étais déjà familiarisée avec l'outil informatique, avec les téléphones, les PC, souvent, ça va assez vite. Enfin, j'ai pu le voir dans mon stage précédent où justement, c'était une ergo qui faisait la mise en place d'outils informatiques. Je pense qu'en 4 séances, grand maximum, ça a été très vite fait. On a commencé par voir l'utilisation globale de la tablette, les trucs basiques, capture d'écran, volume, ne pas déranger. Et puis après, on a vu toutes les applications qui nous permettent justement d'être aidés. Donc, les applications pour scanner les feuilles, pour pouvoir les avoir directement en En PDF, numérique. Oui, bien sûr. en numérique. Puis on a vu pour pouvoir écrire, pour pouvoir tracer des formes, enfin voilà. Et à la fin, il y a une espèce de bilan des compétences pour être sûr que l'enfant puisse être totalement indépendant à l'école, quoi. Ok. On n'avait pas eu ton avis là-dessus. Je voulais savoir par rapport à justement cet objectif-là, avec les séances que tu as avec l'ergo, est-ce qu'il y a eu un impact du coup, dans l'autonomie ou l'indépendance? Toi qui as la définition exacte. Je dirais plus dans le rendement, du coup. Ok, dans le rendement. Dans Ok. mon rendement au niveau scolaire, mais qui s'est fait par après, je dirais. Parce que du coup, j'avais plus de temps. Donc je devais pas me presser et faire des fautes ou pas avoir le temps de me relire. Donc ça a vraiment favorisé ma qualité au niveau des réponses. Et est-ce que tu peux juste définir rendement pour les non-ergothérapeutes qui nous écoutent? Ce serait intéressant.
Si tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas. J'ai posé une question piège, mais je peux faire la définition que j'ai qui est propre. Oui, si t'as. J'ai une définition, mais elle va pas être super claire. Après, si tu as une définition, vas-y, c'est pas grave d'être. Justement, on est là pour vulgariser, quoi. On va dire que pour moi, le rendement, c'est. Imaginons, je sais pas, je vais faire du basket. Je vais essayer de mettre un panier. Bah, au fur et à mesure, par exemple, je vais le mettre à côté. Et puis après, je vais arriver à m'améliorer. On va dire que c'était. Je sais pas comment. Donc, on parle d'efficacité. Oui, on va dire ça. Oui, on dirait communément de l'efficacité sur, à différencier avec les habiletés, la capacité de faire les choses. Le rendement, ça introduit aussi une notion d'endurance, et de satisfaction aussi. De satisfaction aussi. Ouais. Donc ce sont deux notions deux concepts qui se rejoignent, c'est le rendement et la satisfaction, donc savoir que je peux le faire et que je suis efficace dans ce que je fais, et la satisfaction, donc être satisfait de ce que j'ai réussi à faire ou pas. Donc voilà, donc je vous remercie pour ces... Et qui sont souvent d'ailleurs assez séparés l'un de l'autre, parce qu'on peut avoir des énormes difficultés à marcher, mais déjà être simplement heureux de le refaire. Exactement. Et donc le rendement, l'objectif, c'est pas forcément ça en ergothérapie. Parfois, ça peut être simplement la satisfaction. Ça va dépendre de la patientèle et des personnes qu'on a en face de nous. Et donc là, notre super prompteur nous a expliqué rendement concrètement. Donc c'est la capacité à réaliser une tâche dans toutes ses étapes, clairement. Donc, si tu es d'accord, on peut passer à la prochaine question. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec Elisa pour cette question. Quel regard rétrospectif est-ce que vous avez sur l'ergothérapie aujourd'hui ? Bah, du coup, moi, il a fortement changé, comme je suis littéralement baignée dedans maintenant. Je dirais qu'à l'époque, moi, je faisais mon suivi avec une ergothérapeute qui sortait tout juste, et donc qui n'était pas encore entièrement formée. Et justement, j'ai pu être en stage avec elle il y a moins d'un mois. Et donc, j'ai pu voir son évolution et voir qu'il y a des formations qui se font de plus en plus, donc on est de plus en plus formés. Mais vous savez me rappeler exactement la question, je me suis perdue. Le regard rétrospectif que vous portez sur l'ergothérapie ? Bah, il est moins cloisonné. J'avais un regard très cloisonné du coup sur l'ergothérapie. Pour moi, c'était vraiment un ergothérapeute, il va mettre en place un outil informatique, point. Par rapport à ta prise en charge que tu avais à l'époque. C'est ça. C'est ça que tu avais... Et on m'avait pas forcément expliqué non plus à l'époque ce que l'ergothérapie était, parce que actuellement, même encore, quand je dis que je vais être ergothérapeute, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Vous êtes kiné ? C'est ça. Donc, je pense que oui, c'est ça, c'est l'ouverture du regard que j'ai pu avoir sur les différentes prises en charge, les différentes possibilités, et que non, c'est pas juste mettre un outil informatique, ça peut être de la rééducation. Voilà. Ok. Voilà, tu as une vision plus large aujourd'hui quand même de ce que c'est le métier, surtout grâce aux études et aux stages que tu as pu réaliser. Est-ce que Thomas, tu peux nous dire ton regard là-dessus ? Ouais, avant ça, l'ergothérapie, moi je pensais que c'était juste des professionnels du système D. Et donc, pour moi, c'était vraiment les couteaux suisses qui aident une maison ou qui aident avec certains objets ou plein d'autres choses. Ici, après avoir vu pas mal de types de patients différents, on voit que c'est autant pour la concentration que pour les souvenirs, les habitudes de vie. Il y a aussi évidemment du système D, mais de mon regard d'avant, c'est qu'une infime partie. Donc c'était intéressant de voir le métier dans son intégralité. Et donc ils sont prêts à tout et répondre à énormément de demandes. Il y a vraiment peu de choses que je leur ai demandé qui m'ont refusé. Je pense qu'il n'y en a même pas eu, que ce soit pour me déplacer pour prendre le train, pour me trouver un bon déambulateur ou quoi que ce soit. Ils étaient prêts à relever tous les défis. Donc c'est franchement, avec le recul, c'est bien plus important et large comme prise en charge que ce serait impossible de définir ça en une phrase. Exactement. Moi, ça rejoint un peu ce que disait Elisa, donc une vision bien plus large. Pour toi, Célia ?
Ouais, pour moi, avant, je pensais que l'ergo et la kiné, c'était pareil, mais pas du tout. Ouais. Parce que l'ergo, ça fait qu'on puisse faire, qu'on soit autonome chez nous et tout ça. Donc voilà. Et que la kiné, c'est pas du tout pareil, quoi. Ok. Mais par rapport justement à votre connaissance du métier aujourd'hui, est-ce que à quelqu'un qui en aurait besoin ou même quelqu'un qui s'intéresserait, est-ce que vous recommanderiez Oui. l'ergothérapie? Oui. Donc pour toi, c'est là oui. Oui, un grand Bon. oui, les yeux fermés. Largement. Largement. Du même avis qu'elle. Ok. Et toi, Lisa? Bah, oui. Du coup, Ok. Si vous êtes d'accord, on peut passer à la suite. Donc c'est... Attends, parce qu'il se passe beaucoup de choses. sur oui, tous nos écrans. il se passe beaucoup de choses. Est-ce que... Ah, ça c'est une question intéressante, proposée en live. Est-ce Excellent. que vous avez donc des questions sur la pratique de l'ergo ou des choses peut-être où vous vous dites du coup je vais la tourner autrement, je vais vous dire quelle est votre définition donc de l'ergo aujourd'hui? On parlait de système D tantôt, on parlait de la différence avec les kinésithérapeutes, c'est intéressant. En quelques mots, pas forcément quelque chose de... Vous pouvez prendre 2 minutes pour réfléchir. Putain, c'est interro surprise. Je n'avais pas prévenu qu'il y aurait des pièges pendant la... Finalement, nous-mêmes, on a été piégés. Thomas, est-ce que tu veux commencer? Ouais, je dirais que c'est des personnes qui sont formées à ce que tout le monde se fonde dans la masse un maximum. Ok. C'est intéressant. C'est Est-ce que tu hyper relèverais intéressant. un concept d'inclusion? Est-ce que j'entends un concept d'inclusion? Ouais, totalement. Ok. Ouais. C'est juste pour éviter de demander à telle ou telle personne de faire telle ou telle tâche et juste, comme Elisa le disait tout à l'heure, de bien... de savoir faire les cours comme les autres ou au moins marcher comme les autres, je pense que ça serait ça. Pour toi? Et pour moi, c'est franchement, l'ergothérapie, c'est l'autonomie. Parce que l'ergo fait pour qu'on soit autonome et voilà. Ok. Donc l'autonomie, autonomie. très très important, Et- évidemment. Elisa, tu Elisa. sais que... moi, j'ai la définition qu'on En nous cuisine. apprend depuis 3 ans. Est-ce que donc, tu aurais la tienne? Définition tienne. à toi. Quel maintenant, ergo avec, tu veux devenir? Je trouve qu'une seule définition, c'est très... Je peux comprendre, tellement c'est large. Oui. En fait, pour moi, c'est ce que je dis souvent aux gens quand j'explique mon futur métier, c'est qu'il y a une définition par secteur. Par secteur dans lequel on travaille, je trouve que c'est quand même très différent. Après, évidemment, il y a toujours le gros noyau qui est favoriser l'indépendance et l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Mais par exemple, en gériatrie, ça va pas du tout être la même chose qu'en ortho. Oui, bien sûr. Oui. Donc je pense que ce serait essayer... Je trouve qu'il devrait y avoir une définition par secteur. Sinon, les gens n'arrivent pas réellement à comprendre le panel des ergothérapeutes. Souvent, il y en a qui nous... Enfin voilà, ceux qui connaissent que l'ortho, ils vont nous dire oui, c'est des kinés ratés. Ah là, ça, on l'entend depuis qu'on est en première. Ou alors, ceux qui sont en géria, oui, ils font des jeux, ils s'amusent, quoi. Donc, gériatrie, juste pour que tout le monde, c'est le travail avec les personnes âgées. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. La définition que moi je donne personnellement, ce qui est trop large et pas assez précise, c'est professionnel de l'occupation. Je la propose parce que j'aime bien parler de moi. Et donc, est-ce que, pour Thomas et Célia cette fois-ci, est-ce que vous connaissez tous les secteurs possibles où l'ergothérapeute peut être employé? Il n'y a pas de point, pas d'interro surprise. Non. Est-ce que vous en connaissez? Donc toi Célia, c'était plus en pédiatrie, donc travail avec la petite enfance et l'enfance, c'est ça? C'est ça. Moi, c'était Toi, en Tom. euro. Toi, c'était en neurologie. Ouais. Est-ce que vous connaissez les autres domaines justement où pourrait travailler l'ergothérapeute? Absolument pas. Ok. J'imagine qu'il y en a
il y en a des dizaines et des dizaines qu'on connaît peu aussi, et que c'est quand on en est confronté qu'on le voit, mais ça peut être en revalidation, comme elle a dit, en ortho, en gériatrie, en pédia aussi, j'imagine. Oui, C'est- exactement. Est-ce que Isa, tu as d'autres... toi, tu sais les domaines? Est-ce que tu pourrais leur dire Donc, il y a la pédiatrie, il y a la neurologie, l'orthopédie, la gériatrie, il y a l'aménagement de domicile aussi, la psychiatrie qui est bien présente aussi. Globalement, c'est quand même les gros secteurs. C'est des gros secteurs, oui. C'est des gros secteurs et après ça peut... Ça peut découler en fonction. La pédiatrie, ça peut être très large. Ça peut être de la pédiatrie neurologique, ça peut être les troubles de exactement. l'apprentissage, ça peut En- vraiment. Certains secteurs En- se rejoignent. En et- psychiatrie, ça peut être du traitement de l'alcoolisme dans des réhabilitations fonctionnelles. Ça peut être aussi du travail de réhabilitation en prison. Donc, il y a des ergothérapeutes qui travaillent en prison. Donc, c'est vraiment très, très large comme secteur. Et on va probablement passer à la prochaine question. Et finalement, ça va être aussi bientôt la fin Oui. du podcast. On arrive bientôt à la dernière question. Est-ce que vous pouvez me décrire en un mot cette expérience que vous avez eue avec l'ergothérapeute, chacun d'entre vous? En un mot, me décrire l'expérience que vous avez. Donc toi, Célia, un mot pour décrire cette expérience avec... Incroyable. Incroyable. Ok. Toi, Thomas? C'est dur d'en choisir que un, mais c'était intriguant, mais dans le sens positif du terme. Ok, intriguant. Positif. Ouais. Et toi, Elisa? Flou. Flou. Pour l'époque, justement, tu expliques par rapport à ton histoire, le contexte. On peut comprendre que c'est flou. Et si on doit donner un mot pour ce format? J'aurais juste pris 2 secondes pour embêter un peu Thomas. Ah, oui, vas-y. Quand tu dis intriguant, c'était dans le... Qu'est-ce que tu entends? Parce que c'est intéressant comme... Par intriguant, j'entends que on va... parce que du coup, j'en ai eu plusieurs durant mon hospitalisation. Et donc, chacun a sa manière de réfléchir, chacun a sa manière de résoudre les problèmes. Et donc, je trouvais ça dingue que l'un et l'autre, alors qu'ils avaient été à la même école, et pas la même finalité, la même manière de résoudre un problème. Et je trouvais ça très impressionnant, le temps de réaction qu'ils mettaient pour trouver une solution au problème. Et ils disaient, on peut lier tel objet avec tel objet, et ça fait, tada, un nouvel objet inventé. Excellent. Et toi, tu l'utilises pendant 2 mois, et en fait, tu te dis même pas que c'est genre... je sais pas, une fourchette et un pot de Pringles qui vont te permettre de manger, et au final tu te dis c'est vraiment l'invention du siècle. Et en fait ça a l'air ridicule quand c'est posé sur ta table comme ça, mais tu te dis mais c'est dingue, c'est... Finalement, le résultat est... en fait tu demandes de manger tout seul. Après c'est un exemple, on n'a pas réellement fait ça avec un pot de Pringles, mais on prend 2 choses vraiment hyper éloignées, on les lie ensemble, et là je me dis ces gens sont des inventeurs. Ils ont révolutionné un truc, alors que c'est juste un bout de scotch entre 2 objets qui n'ont rien à voir, et ça donne un résultat incroyable. Ok. On comprend mieux maintenant le moins intriguant. C'est un bon choix du coup. Oui, très bon choix. Donc pour ce podcast, chacun d'entre vous, est-ce que vous pouvez dire un petit mot pour décrire votre ressenti? C'est bon. On va commencer par Elisa. Et le ressenti le ressenti, du podcast. oui, vis-à-vis du de podcast. ce dialogue autour Ah. de Petite conclusion, ce quoi. sujet-là, un mot, une pensée. Thomas, est-ce que tu veux commencer? Moi ça me dérange pas. J'ai trouvé ça très très chouette, très... c'est bien que des personnes qui l'ont vécu puissent témoigner aussi, parce que quand vous êtes en stage ou des choses comme ça, vous voyez côté thérapeute, là vous voyez plus côté patient, et ce qu'on a vécu dans nos 3 cas différents. Donc c'est hyper intéressant d'avoir des retours comme cela, et je trouve que c'est aussi important de
les noter quelque part. Et là, vis-à-vis de ce podcast, c'est vraiment la meilleure manière de transmettre ça aux autres. Ok. Ouais, c'était justement un de nos objectifs. Nous, c'était de pas forcément avoir le retour d'un thérapeute, mais surtout d'avoir le retour des gens qui en ont bénéficié. Et donc c'est vraiment sympa que tu aies pu retrouver ça autour de ce podcast. Est-ce que Elisa, par exemple, tu as quelque chose à Je dire? dirais que c'est intéressant de continuer à promouvoir le métier, à essayer de le faire connaître un maximum, que ce soit autant par la parole des thérapeutes que par la parole des patients ou même de la famille autour. Je pense que on peut justement réaliser l'impact que ça a sur différentes sphères. Et je crois que voilà, c'est un métier qui est à évoluer encore plus. Encore et encore. Et ouais. enfin, voilà. C'est- Ben oui, effectivement, de faire un podcast avec des gens qui ont vécu l'expérience avec des ergots, justement. Ben, ça fait ainsi. Parce que le métier d'ergot n'est pas assez mis en valeur, je trouve. Parce que, voilà. Parce que le travail est bien fait. Donc voilà. Ok. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce format, tant les participants aujourd'hui que vous qui l'écoutez à la maison. Nous remercions tous ceux qui ont participé à ce format. Merci, un immense merci à nos invités. Merci à l'école de nous avoir aidés à réaliser ce travail. Merci donc à toutes les personnes qui ont pu faire en sorte que ça se passe aujourd'hui. C'était Mathieu Seri et Félix Darcas, en vous souhaitant une vie heureuse.